Monsieur Jawed Bourkaï, bonjour. Bonjour. Alors, les caisses de retraite sociale en difficulté financière, le déficit de la CNR, la Caisse nationale de retraite, est estimé à 500 milliards de dinars. Comment redresser aujourd'hui la situation de ces caisses par rapport aux dispositions qui sont contenues dans le projet de loi de finances 2018? Monsieur Bourkaï. Oui, alors donc, je précise que seule la branche retraite connaît des difficultés financières pour des raisons, donc, je dirais universelles, d'ordre démographique, contexte économique et autres. On va en parler. Donc, pour les mesures donc, de redressement et de financement de ce déficit, il y a deux types de mesures. Les mesures contenues dans le programme du gouvernement et les mesures donc, déjà donc, avancées dans le projet de loi de finances pour 2018. Pour parler du programme du gouvernement, donc l'accent sera mis sur l'élargissement de la base cotisante, parce qu'il faut savoir qu'on a un système qui fonctionne par les cotisations sociales, par répartition, c'est-à-dire les cotisants financent les retraites d'aujourd'hui, et pour qu'à leur tour, de futurs cotisants financent leurs pensions. Donc il y a un objectif d'élargissement de la base cotisante, non seulement par la lutte contre l'évasion sociale, la fraude, la non-déclaration, le renforcement du contrôle employeur, le recouvrement allant jusqu'au recouvrement forcé, etc., mais également de nouveaux dispositifs inclusifs du secteur informel qu'on va revisiter, également des nouvelles formes de travail, parce que l'économie évolue, il y a des nouvelles formes de travail, et notamment les nouvelles formes du travail de l'économie numérique qui arrive en Algérie et qui peut créer beaucoup d'emplois et augmenter le taux d'activité en Algérie. Donc ça c'est d'une part. D'autre part, il y a également des mesures propres à l'adaptation du système national de retraite, et notamment, je citerai notamment, outre l'élargissement de la base cotisante, tous les dispositifs on va en parler tout à l'heure, il y a également des sources additionnelles de financement qui vont intervenir. Et la première mesure est déjà avancée dans la loi de finances, le projet de loi de finances pour 2018. Je citerai à titre d'exemple la subvention d'équilibre exceptionnelle qu'accorde l'État pour l'année 2018. Et je citerai également la contribution de solidarité à hauteur de 1% prélevée sur les opérations d'importation des marchandises pour la revente en Algérie. Mais justement, avant d'atteindre ces objectifs, je voudrais revenir un peu sur ce que vous déclarez à l'instant. La volonté, c'est d'élargir la base de cotisation à combien? On est combien? On passe à combien, monsieur Bourkaï, pour être clair? Alors, actuellement, je parlerai du système des salariés, puisque c'est la branche retraite du système salarié qui enregistre un déficit. On est à 6 millions, un peu plus de 6 millions d'actifs qui sont immatriculés au niveau de la CNAS, 12 millions, plus de 12 millions 500 000 assurés sociaux en comptant les inactifs, étudiants, retraités, etc. Et l'objectif est d'atteindre 3 millions de nouvelles affiliations dans les prochaines années, grâce aux nouveaux dispositifs prévus et qu'on est en train de définir. Alors 3 millions de nouvelles affiliations, vous allez intégrer l'informel, comment cela? Est-ce que c'est légal aussi parallèlement? Alors, monsieur Bourkaï, puisque l'informel, c'est comme son nom l'indique, il est dans l'illégalité. Alors d'abord, il va y avoir des actions coordonnées, ciblées pour récupérer les fraudes et les carences de déclaration des assujettis. D'abord, je parle des assujettis. Grâce au contrôle employeur, grâce aux nouveaux instruments de contrôle, grâce à la mutualisation des moyens, une nouvelle organisation, à la qualification des personnels de contrôle et des caisses de sécurité sociale, et grâce également, on ira jusqu'au recouvrement forcé. Deuxième chose, c'est donc intégrer l'informel, dispositif inclusif. Il y a eu un dispositif qui a été pour la première fois mis en place en Algérie par la loi de finances complémentaire 2015. On a fait une évaluation, il faut l'ajuster maintenant. On va l'ajuster. Mais est-ce que déjà il a réussi, celui de 2015? Alors, il y a eu je pense que nous n'avons pas atteint nos objectifs complètement par le dispositif de la loi de finances complémentaire 2015. C'est pourquoi qu'on passe à l'étape suivante de mettre en place donc un dispositif beaucoup plus pertinent et efficace à la lumière de l'évaluation du premier dispositif qui a été mis en place, pour pouvoir intégrer le secteur informel. Je parle de l'affiliation volontaire pendant une phase transitoire qui permettra de formaliser les situations des gens qui exercent dans le secteur informel. Cette affiliation volontaire va permettre d'avoir une couverture sociale aux intéressés, donc elle va octroyer une couverture sociale aux intéressés, mais également de commencer à engranger des cotisations
de ces personnes actives sur le marché du travail national. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par l'informel? Alors l'informel, pour être précis. Alors pour que je puisse donc donner plus d'informations là-dessus, je voudrais revenir sur la définition de l'informel. Alors l'informel, c'est des personnes qui exercent dans des entités qui ne sont pas légales, qui n'ont pas donc d'existence d'entité juridique enregistrée enregistrée légalement, qui activent, qui ont des revenus, mais donc qui ne cotisent pas, qui ne payent pas leurs impôts aussi. Donc pour pouvoir... Et qui n'ont pas de registre commerce aussi, absolument, ça va de soi. Absolument. Donc l'idée, c'est que, et ça va en droite ligne avec les recommandations internationales, c'est d'enclencher un processus de formalisation de leur situation. Les amener à s'affilier volontairement parce qu'il y a un avantage majeur. Et on va ouvrir même l'affiliation volontaire à la retraite pendant une phase transitoire de 3 années, au cours de laquelle les intéressés doivent trouver une solution de formalisation, et l'État mettra aussi des dispositifs pour les aider à formaliser leur situation. Des dispositifs nouveaux, de nouveaux statuts d'exercice, des personnes qui sont dans l'informel, donc de nouveaux statuts, un système peut-être microfiscal, etc., pour qu'on puisse les pousser vers le secteur formel et qu'ils puissent contribuer donc à la cotisation et à la fiscalité. Donc, les affiliés à la sécurité sociale actuellement, la CNAS, ils sont évalués ou estimés à peu près 37 millions. Alors l'élargissement va atteindre les 37 millions d'affiliés, monsieur Bourkaï. Attendez, faisons la différence. Il y a 12 millions d'assurés sociaux, plus de 6 millions qui cotisent en tant qu'actifs. Le reste, c'est des inactifs, étudiants, retraités, etc., dont les cotisations sont versées par des tiers, l'État, etc. Et également les ayants droit, les membres de la famille d'un assuré social. C'est ça qui nous fait amener à une couverture de plus de 37 millions de la population. Parce que la notion de membre de la famille couvert par l'assuré social est large en Algérie. Il y a le conjoint à charge, les enfants à charge, et même les ascendants du conjoint ou l'ascendant de l'assuré social à charge sous certaines conditions de ressources. Voilà, ça c'est l'important. Mais on a un autre problème, c'est que on peut aller beaucoup plus loin sur l'élargissement des actifs cotisants par la lutte contre l'évasion sociale, contre la non-déclaration, et également l'augmentation du taux d'activité de la population. En Algérie, le taux d'activité ou le taux d'emploi est relativement faible. Les gens en âge de travailler sont en proportion faible, ceux qui le font effectivement. Donc il faut augmenter l'offre de travail. Et pour augmenter l'offre de travail, à côté de l'économie et la relance économique qu'a mis en place l'État, il y a aussi la révolution numérique. Il y a aussi l'économie numérique qui peut créer beaucoup d'emplois. Et il faut créer des statuts. On va susciter ces statuts et on va ouvrir la porte de la sécurité sociale pour leur couverture sociale. Mais quand vous dites qu'il faut lutter, c'est parallèlement contre l'évasion sociale, est-ce qu'elle a un coût? Est-ce qu'on l'a estimé, M. Bourkaï, ou alors on en parle comme ça, sans statistique aucun? Écoutez, on a d'abord une estimation des écarts qui existent entre les statistiques de l'ONS, qui donnent un nombre de populations occupées, qui est de plus de 10 600 000, et le nombre de cotisants à la sécurité sociale, qui sont donc plus de 6 millions de salariés dans le régime des salariés, et près de 900 000 cotisants à jour pour le régime des non-salariés. Et on a à peu près 65% de la population active occupée qui cotise réellement à la sécurité sociale. Donc il y a déjà une marge de 4 millions pratiquement qu'on pourrait récupérer donc au niveau de la population active occupée de l'heure. Mais il faut aller au-delà. On peut augmenter même le taux d'emploi et le taux d'activité par donc la création de nouveaux dispositifs, nouveaux statuts plus adaptés à la réalité de notre économie. Alors pour la retraite justement, il y a un déficit actuellement de l'équivalent de 500 milliards de dinars compensé par la CNAS. Pour la retraite, il est relevé que l'État intervient pour assurer l'équilibre financier de la caisse de retraite. Et c'est la première fois, oui. M. Bourkaï. Oui. Et c'est une disposition. Je pense que c'est quelque chose, c'est une très bonne chose, puisque l'État reste garant d'un système de protection sociale important. Ça prouve l'État, donc la nature de l'État social de l'Algérie, donc qui est complètement confirmée. Et il faut dire que c'est la première fois que la branche retraite en Algérie bénéficie d'une subvention d'équilibre pour l'année 2018. Elle est de quel montant cette subvention d'équilibre? De 500 milliards, qui est affichée dans le projet de loi de finances pour 2018. Reste l'étape du Parlement maintenant, bien entendu. Et également, il y a à côté de cela
la notion de source additionnelle, autre que les cotisations sociales assises sur le revenu du travail, c'est la contribution de solidarité et la répartition des richesses, puisqu'il y a un prélèvement de 1% sur les opérations d'importation de marchandises pour la revente en Algérie, qui va être reversé dans le social pour les retraites et directement à la Caisse nationale des retraites. Donc ça, c'est vraiment un virage qui est excellent pour le système social algérien, mais ça ne nous dispense pas de mettre tout l'effort sur les réformes de la sécurité sociale pour améliorer ses prestations, pour le rééquilibrer par ses moyens propres, cotisations sociales, et augmenter le nombre de cotisants. Mais justement, pourquoi l'État intervient par un subventionnement d'équivalent de 500 milliards de dinars qui est contenu dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances 2018, alors qu'il y a le fonds de la retraite avec 3% de la fiscalité pétrolière qui est versée à ce fonds? Monsieur Boulkaïf. Ça, c'est un principe. Le Fonds national de réserve des retraites, quand il a été créé, ça a été pour les générations futures. Pour des situations de difficulté aussi. Non, mais surtout pour les générations futures. Il est en train de cumuler des ressources. 429 milliards à ce jour, on attend 66 milliards pour l'année 2018, et on prévoit dans le projet de loi de finances pour 2018 un montant de l'ordre de 88 milliards qui va encore, ce montant va être versé au Fonds national de réserve des retraites. Les générations futures auront leur part de la fiscalité pétrolière d'aujourd'hui pour financer leur retraite. Et donc je pense que dans les 10 prochaines années, il y aura un montant assez intéressant qui apportera sa contribution au financement des futures retraites. Mais comment se fait-il qu'on ait atteint cette situation critique? À un moment donné, on disait qu'on était en situation d'équilibre. Aujourd'hui, on dit qu'on est en situation de déficit. Pire que ça, on est en situation critique. Monsieur Boulkaïf. Alors, je veux préciser que toutes les branches de la sécurité sociale sont en équilibre à l'exception de la branche retraite. Je dis bien toutes les branches, les assurances sociales, avec la maladie, la maternité, l'invalidité, les accidents de travail, maladie professionnelle, l'assurance chômage, toutes ces branches ne souffrent d'aucun problème d'équilibre financier. Quel est leur montant financier pour la CNAS, par exemple? J'y arrive. Maintenant reste la branche retraite. La branche retraite, c'est une tendance mondiale. Il y a la conjoncture économique, il y a les évolutions démographiques. On n'est plus dans les périodes dans le monde entier de plein emploi, à part quelques pays. On n'est plus, l'évolution démographique, l'espérance de vie a fortement augmenté. L'allongement de la période de vie de l'être humain a augmenté. Donc la durée de jouissance des retraites a augmenté. Donc les dépenses de retraite ont augmenté dans le monde entier. Mais il fallait faire des prévisions pour ne pas atteindre ce niveau critique, monsieur. Attendez, je vous défie de trouver dans un des pays du monde, là où il y a un système de système de retraite par répartition qui fonctionne uniquement par les cotisations qui sont en équilibre. Ça n'existe pas. Donc, avant, on disait qu'il y avait la règle, il fallait passer 1/3 de sa vie à la retraite et 2/3 en activité. Ce n'est plus possible de respecter cette règle, puisque l'allongement de la durée de vie a augmenté. On était à 62 ans lors de la loi de 83-12, la loi fondatrice du système unique de retraite. On est à 77 ans d'espérance de vie à la naissance. Et encore mieux, un autre indicateur beaucoup plus pertinent, c'est l'espérance de vie à 60 ans. Puisqu'on a maintenant une espérance de vie à 60 ans de l'ordre de 22 ans. Il y a eu parallèlement l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Mais comment se fait-il qu'on soit arrivé là? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre nos dispositions pour éviter cette situation chaotique qu'on connaît aujourd'hui à la Caisse? On a connu... oui, donc bien, écoutez, le dossier retraite a toujours fait l'objet de concertations au plus haut niveau, bipartite, tripartite, depuis les années 2000, et même avant. Il y a eu des réformes au fil du temps, les années 90, 4 ordonnances, 3 ordonnances, une loi. Il y a eu également 3-4 tripartites consacrées à la retraite, les années 2000 jusqu'à 2015. Et à chaque fois, le système de retraite a attiré l'attention de tous les partenaires sociaux. Simplement, il y avait une dimension sociale à prendre en compte, puisque donc c'était pas facile de faire des réformes. C'est pas facile de faire des réformes en matière de retraite. Monsieur Djawad Boulkaïf, moi je voudrais revenir avec vous un peu sur le système de retraite. On a beaucoup souffert du départ à la retraite à l'âge de 50 ans. Oui, ça a été un système qui a quand même contribué fortement, et je peux dire que c'est une des principales causes du déficit actuel de la branche retraite. Il a été mis en place à une époque où il avait sa raison d'être, mais il a beaucoup duré jusqu'à 2016. Et je pense que ça a été quand même une des raisons qui a causé, puisqu'on a plus de 55% des effectifs maintenant de retraités qui ont bénéficié d'une retraite avant l'âge de 60 ans. Ça c'est important. Plus d'1 million de personnes qui ont bénéficié de retrait précoce du marché du travail ou de cotisation à la sécurité sociale ou pour la branche retraite. Ça c'est très important à le souligner. Il y a eu la réforme.
La nouvelle réforme, je pense, offre beaucoup d'opportunités, puisque maintenant, désormais, la personne, si elle veut prolonger son activité, elle peut le faire jusqu'à 5 ans après l'âge de 60 ans, volontairement, sans que l'employeur ne puisse donc s'y opposer. Et également, il y a d'autres dispositifs très intéressants qui sont dans cette loi. Il y a des textes d'application qui sont en préparation et je pense qu'on aura une stabilisation de la dépense de la retraite. Je voudrais revenir sur autre chose pour la retraite qui est très important aussi. Je disais tout à l'heure qu'il y avait de la marge entre l'écart de la population cotisante et la population active occupée, mais il y a également un taux de chômage. Donc toute la politique de l'emploi est importante pour réduire le déficit de la retraite. Il y a un taux de chômage qui reste élevé, surtout chez les jeunes de 16 à 24 ans. Et ça, c'est les nouvelles formes de travail qui vont nous régler grandement ce problème, puisque par exemple l'économie numérique peut créer beaucoup d'emplois avec de nouveaux statuts pour les 16-24 ans. Le taux de chômage des 16-24 ans est de 29,7%. Deuxième chose, augmenter le taux d'activité, le taux d'emploi, grâce à ces nouvelles formes de travail, au-delà du plan de relance économique lancé par l'État. Mais c'est 1 million de travailleurs ont bénéficié de le départ à la retraite anticipée, M. Bourkaïb, en 2 ans? Pas en 2 ans. Depuis l'existence du dispositif, depuis 1997. Mais depuis 2 ans, par exemple. C'est là où on a connu le plus grand départ. L'année 2016, l'année charnière, c'est normal. Il y a la rush vers le départ, puisque c'est l'extinction du dispositif. L'ancien dispositif, c'était l'année d'extinction du nouveau dispositif. On a eu plus de 150 000 départs en retraite avant l'âge de 60 ans. Mais avec les réformes que nous sommes en train d'engager actuellement, est-ce qu'on prévoit la retraite complémentaire? Est-ce qu'elle est envisagée? Monsieur Bourkaïb, rapidement. Autre mesure donc, prévue dans le programme du gouvernement, c'est la possibilité donnée aux caisses de sécurité sociale, je parle de la CNR particulièrement, de créer sa propre branche de retraite complémentaire pour que les futures générations puissent bénéficier en même temps d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire qui atteindra les 100% du salaire et selon l'effort contributif de celui qui adhère volontairement à la branche retraite complémentaire. Ça peut même dépasser le montant du salaire parce qu'il y a des dispositions liées à l'effort contributif. Donc ça c'est bien. Simplement, pour pouvoir adhérer à la retraite complémentaire, il faut d'abord régulariser sa situation au niveau du système de sécurité sociale de base. C'est un prérequis. Donc ça va rehausser l'attractivité du système national de retraite, puisque la personne qui n'est pas régulière vis-à-vis du système national de retraite, de sécurité sociale en général, perdra beaucoup, et la retraite de base, et la possibilité d'avoir une retraite complémentaire qui atteindra le salaire, un taux de remplacement à 100%, voire plus. Alors, en regardant de près les dispositions du projet de loi de finances pour 2018, on constate qu'il est prévu un financement additionnel de la retraite. Vous avez parlé de 1% bien sûr, des importations qui seront versées à la retraite. Comment cela, M. Bourkaïb? Vous allez impliquer une imposition? Non, ça s'appelle des sources additionnelles de financement autres que les cotisations. Ça existe dans beaucoup de pays. En Algérie, le choix a été porté sur un prélèvement de solidarité de 1% sur les opérations d'importation des marchandises pour la revente en l'état en Algérie. C'est une très bonne chose, c'est une redistribution, quelque part une redistribution de richesse vers le système social. Les financements purs par les cotisations sociales deviennent donc un peu obsolètes de par le monde parce que pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure, les contextes économiques, il n'y a pas encore, on n'est plus dans les périodes des années 70 où beaucoup de pays connaissaient le plein emploi, la conjoncture des chômages, même du chômage de masse, qui existe dans le monde entier. Et donc tout ça a fait que les systèmes de retraite financés par les cotisations sociales ont souffert et souffrent dans le monde entier et enregistrent des déficits dans le monde entier. Alors justement, l'équilibre financier de la CNAS est assuré, c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il est de quel montant? Alors, ce qui revient grosso modo comme quote-part de cotisation à la CNAS, c'est un peu plus de 400 milliards de dinars. Il y a un équilibre de branche. La CNAS a même eu des excédents pendant quelques années qu'elle a dû utiliser dans le cadre de la solidarité intercaisse, pour faire face à la dépense de la CNR. Mais 400 milliards de dinars, mais comment faire en sorte, est-ce que la CNAS ne subisse pas le même sort que celui de la CNR? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour pérenniser ce système? En matière les forfaits d'assurance, hôpitaux, aujourd'hui, leur montant est très très important. Est-ce qu'on va revoir cette disposition? Justement, il y a des mesures aussi qui sont prévues. Alors, il faut gérer l'assurance maladie selon des règles rationnelles, donc assurer la rationalité de la dépense, tout en préservant l'accessibilité aux soins essentiels.
la politique du médicament. Nous allons mettre en place, par exemple, des dispositifs d'efficience, d'évaluation pharmaco-économique pour le médicament, les contrats de performance pour les médicaments très onéreux. Tout ça, c'est des nouveaux dispositifs qui permettent au système d'assurance maladie de fonctionner selon des règles économiques d'efficience et tout en définissant un bon périmètre d'intervention pour permettre l'accessibilité aux soins. Il reste des points faibles dans l'assurance maladie en Algérie qu'on va essayer de corriger au fur et à mesure que la CNAS sera déchargée de cette solidarité avec la CNR. Les forfaits hôpitaux? Forfaits hôpitaux, 80 milliards dans le projet de loi de finances pour 2018, mais il y a toujours la notion de contractualisation qui a tardé à se mettre en place. Mais je pense que nous allons enclencher un bon processus puisque de part et d'autre, que ce soit du système de santé ou du système de sécurité sociale, on a du recul maintenant. On va aller vers l'identification des usagers des hôpitaux sans atteinte à l'accessibilité aux soins. La gratuité des soins sera préservée au niveau des hôpitaux pour l'accessibilité, mais on identifiera les usagers. On mettra des dispositifs de régularisation des situations des assujettis à la sécurité sociale qui vont à l'hôpital sans leur faire d'entrave pour les soins, mais on va les accompagner dans la régularisation de leur situation de sécurité sociale. On va mettre des systèmes d'information avec une interopérabilité entre la santé et la sécurité sociale. Et dans une troisième étape, on va définir le système tarifaire qui fonctionnera entre les institutions, sécurité sociale et santé, sachant que les démunis seront à la charge de l'État, que la prévention est à la charge de l'État, que la formation et la recherche est à la charge de l'État. Donc tout ça, je pense qu'il y a une commission interministérielle qui va se mettre en place. Le premier dossier qu'on va essayer de définir au plan technique pour le soumettre à la hiérarchie, c'est la contractualisation santé, sécurité sociale. Mais justement, M. Bourkaï, vous avez anticipé sur ma question que j'allais vous poser sur la contractualisation. Vous dites on a tardé, mais vous avez trop tardé, M. Bourkaï. Ma première interview avec vous, il y a 10 ans, c'était sur la contractualisation, le système de contractualisation, qui devait déjà entrer en vigueur il y a 10 ans. Je vais essayer de donner quelques éléments à décharge pour nous. C'est qu'il y a beaucoup d'instruments qui ont été mis en place. Maintenant, nous avons une carte, qui est la carte Chifa, elle est maintenant complètement généralisée. Il y a également des fichiers mieux maîtrisés pour l'identification des usagers. L'hôpital aussi a travaillé à un moment donné avec nous, donc il y a déjà quelques réflexes qui sont mis en place. Le tout est maintenant, on a du recul, les deux secteurs ont du recul, on a dû cumuler, parce que c'est un système complètement nouveau. Il y a des mécanismes universels de contractualisation et il faut veiller à ne pas perturber l'accessibilité aux soins pour les citoyens. Donc tout ça a fait qu'on a fonctionné parfois à blanc, mais maintenant je crois qu'il y a des objectifs bien précis. Identification des usagers des hôpitaux avec accompagnement pour les assujettis pour la régularisation de leur situation sans sanction. Des systèmes d'information qui soient réellement efficaces des deux côtés, hospitalier et la sécurité sociale, et commencer à travailler sur le système tarifaire tel qu'il existe dans les instruments universels. Alors, plusieurs questions des auditeurs, Monsieur Jawed Bourkaï, par rapport au système de sécurité sociale, aussi bien la sécurité, c'est-à-dire la retraite, que la CNAS, c'est-à-dire la caisse de sécurité sociale. Il est relevé aujourd'hui qu'on a du mal à nous faire rembourser dès qu'on dépasse, par exemple, d'une journée la convocation pour un contrôle médical. On est déchu de son droit, on n'est pas remboursé. Écoutez, quel est votre commentaire? Est-ce qu'on est en train de faire des économies au détriment des cotisations des travailleurs? C'est la question qui est posée par c'est la politique de la caisse pour essayer de lutter contre les abus, les fraudes, mais ce ne sont que des procédures. Nous sommes en train de revoir tout ça pour revenir donc à des règles raisonnables. Peut-être il y a certaines procédures qui sont un peu trop sévères. Je pense particulièrement à l'ordonnance de plus d'un jour qui ne donne plus lieu à remboursement. Ça, on va en rediscuter. Mais l'essentiel, c'est que c'est des procédures. La procédure, ça s'améliore, ça se corrige. C'est une procédure interne aux caisses. Nous sommes en train de revoir ces procédures pour pouvoir surtout ne pas mettre d'entrave aux vrais malades qui nécessitent l'accessibilité à ces soins aux médicaments. Alors, la carte Chifa, les principes, est-ce qu'il va être remis en cause, M. Bourkaï? Des questions des auditeurs qui s'inquiètent. Non, pourquoi remettre en cause la carte Chifa? Le système tiers payant est un joyau du système d'assurance maladie en Algérie. Ça sera maintenu, ça sera développé. Nous comptons essayer nous sommes un peu plombés par cette dépense de la retraite, mais nous comptons développer les conventions avec les médecins, avec des instruments rationnels qui permettent le bon usage des soins, donc la qualité des soins, la qualité de la coordination des soins, et nous ne désespérons pas pour développer les conventions avec les médecins où il y a les actes médicaux également qu'on prendra en charge. Alors justement, autre question par rapport aux médecins, y a-t-il du changement quant aux honoraires des médecins traitants conventionnés actuellement?
Les Ils considèrent qu'elles sont dérisoires. Écoutez, maintenant, on a mis à l'époque des rémunérations de médecins conventionnés avec des incitations. Tout peut s'actualiser à la condition qu'on recouvre un peu, que la CNAS plutôt se libère de cette solidarité intercaisse. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, on a pratiquement rallongé l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Est-ce qu'on est contraint de rester en poste jusqu'à l'âge de 65 ans? L'âge légal de la retraite en Algérie est de 60 ans. Simplement, les personnes qui souhaitent prolonger l'activité pour leur propre intérêt, pour leurs prestations, pour augmenter le taux de pension ou pour avoir un salaire de référence plus intéressant, parce qu'en bout de compte, si on prolonge la durée d'activité au-delà de 60 ans, il y a un gain quelque part dans le calcul de la pension de retraite. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, existe-t-il à l'horizon un projet d'accélération des remboursements des maladies moyennes et longue durée? Monsieur Bourkei. Il y a une liste des maladies de longue durée, donc 16 affections, et il y a des affections qui ouvrent droit aux prestations au taux de 100%, 26 affections. Bon, c'est des listes qui doivent s'actualiser, effectivement. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, quelles sont les mesures qui sont prévues et prises en charge par la CNAS envers les patients et médecins qui délivrent des maladies de complaisance? Ah bon, ça c'est la lutte contre l'abus, la fraude. Il y a, là, peut-être j'appuierai complètement les procédures de la CNAS, qui a fait un bon travail et qui va jusqu'au contrôle à domicile. Nous ne tolérons plus jamais des ordonnances de complaisance, notamment en arrêt de travail, parce que ça cause préjudice à l'intérêt général. Alors, du nouveau pour les listes des maladies chroniques? C'est toujours dans les projets d'actualisation d'un décret de 84, dont les travaux ont été entamés. Il y a le volet technique d'experts qui doit donc nous dire quel type d'actualisation apporter aux maladies qui causent le plus de dépenses. Parce qu'il faut sélectionner les maladies qui causent le plus de dépenses et qui laissent le plus de reste à charge du patient. Le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle? C'est déjà inscrit, sauf que pour l'hypertension artérielle, c'est le stade sévère qui est pris en charge à 100%. L'autre, donc l'hypertension artérielle ordinaire, elle est à 80%. Alors, des médicaments, notamment les molécules innovantes anti-cancer, est-ce qu'ils sont pris en charge aujourd'hui par les hôpitaux? Non, là, je dois dire qu'il y a un programme national de lutte contre le cancer. Donc, il y a toute une stratégie de prise en charge du patient souffrant de cancer, y compris pour les médicaments onéreux. Il y a un financement spécial qui est Fonds national de lutte contre le cancer, qui a des ressources propres et qui pourrait être déployé et donc par le ministère de la Santé qui est l'ordonnateur. Alors, autre question, à l'ère des systèmes interconnectés, serait-il envisageable de déployer des solutions à l'exemple de télédéclaration d'arrêt de travail entre les différentes parties prenantes, médecins, employeurs, CNAS? Oui. Alors, je dirais un mot peut-être pour les initiés. Un des objectifs, c'est d'achever la transformation numérique de la gestion des caisses de sécurité sociale. La télédéclaration de l'e-payment, c'est en bonne voie, mais on va développer des prestations électroniques à distance, style plateforme numérique avec ses collaborateurs. C'est la sécurité sociale qui va gérer tout ça, au-delà de notre aspect d'inducteur de l'économie numérique, parce que nous pensons, ces créateurs d'emplois, que ça peut être une opportunité d'augmentation de l'offre de travail et que nous voyons que ça commence à venir avec le développement des startups et des nouvelles plateformes qui s'installent en Algérie. Les non-déclarations des travailleurs par les employeurs, à quoi s'exposent-ils à l'avenir, monsieur? Alors, il y a des sanctions. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été, ou des entités qui ont été épinglées? Alors, je dois dire qu'après les mesures de grâce prévues par la loi de finances complémentaire 2015, maintenant nous passons à l'application pleine et entière de la loi. Les majorations, les pénalités, donc les pénalités de retard, les majorations, les pénalités pour défaut de déclaration ou de versement de cotisation, les majorations de retard, y compris les sanctions pénales. Je rappelle que la non-déclaration d'un travailleur pour un employeur, l'employeur encourt une amende allant de 200 000 à 400 000 dinars par travailleur non déclaré, et en cas de récidive, ça peut arriver jusqu'à 1 million de dinars d'amende par travailleur non déclaré. Alors, je suis opérateur de transport sanitaire à Chlef. J'attends la signature de l'extension de ma convention depuis plus d'une année, alors qu'il y a des malades de dialyse qui attendent le transport. Le transport sanitaire jusqu'à quand, monsieur transport sanitaire, je on pense en parle depuis quelques temps. On a actualisé même les tarifs par un décret paru il y a une année. On a plus de 290 entreprises conventionnées
avec les caisses sécurité sociale. Je ne sais pas le cas particulier de cette personne, donc il peut se rapprocher de nous au niveau du ministère. On verra avec mes collègues, je verrai avec mes collègues de la CNAS. La prise en charge des malades à l'étranger, est-ce que c'est toujours en vigueur pour des cas exceptionnels? Par exemple, le cancer de l'œil des enfants. On dit que ça a été arrêté. Est-ce que c'est le cas? Pour les transferts aux soins à l'étranger, il y a une commission médicale nationale présidée par un professeur en médecine, donc il y a des experts qui... Mais c'est la CNAS qui statue. Je rappelle qu'un transfert doit être à la demande d'un professeur chef de service exerçant en Algérie. Il y a une commission qui doit voir si ça nécessite vraiment ou il y a un espoir thérapeutique à l'étranger pour des techniques et technologies particulières. Il y a également, vous avez cité la pathologie rétinoblastome, c'est fini. Donc il y a 2 services en Algérie qui prennent en charge les enfants souffrant de rétinoblastome. Ça a été arrêté en 2016. Jusqu'à octobre 2016. Et donc, il y a eu quelques enfants qui ont été pris en charge pendant cette période. Bien sûr. Mais prise en charge complaisance, ça n'existe pas? On va juste parce qu'on est pistonné, monsieur Boquet? Écoutez, moi je parle de ce qui existe au plan de la procédure réglementaire. Maintenant, vous me demandez des choses, c'est une évaluation à faire. Mais moi, je sais qu'au plan réglementaire, il y a une commission qui doit donc statuer sur des dossiers. Monsieur Jawad Boukay, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. À vous aussi.